Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir, un privilège de vous accueillir à la faculté de droit de Montpellier dans cet amphi 301 en cette fin d'après-midi, mais pour une fois, ce n'est pas un privilège et un plaisir de vous accueillir en qualité de membre de l'école de droit social de Montpellier, mais au nom de la section Montpellier de la FDT, section coordonnée par notre directrice en chef ici présente et Sophie à mes côtés. Et c'est l'occasion pour moi de remercier la FDT, son président, notre ami Pascal Douquet, pour la confiance qu'il nous fait d'animer à Montpellier une section de cette prestigieuse association dont vous connaissez tous le rayonnement en France, à l'étranger, et qui a beaucoup fait pour le droit social dans notre pays. C'est un plaisir de vous accueillir à Montpellier dans un contexte que je vais rappeler. Un contexte extrêmement favorable au thème du jour. Pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui l'auraient oublié, à quelques pas d'ici, vous avez la plus vieille faculté de médecine au monde. La plus vieille faculté de médecine au monde, qui a fêté ses 8 siècles d'existence l'été dernier. Et plus modestement, l'une des plus vieilles facultés de droit en Europe, pour ne pas dire la plus vieille, mais je ne voudrais pas fâcher ici nos amis de Panthéon-Sorbonne qui revendiquent aussi ce titre. Ceci étant, l'ancienneté de ces deux facultés a toujours été marquée par un rapprochement fort, extrêmement fort, entre le droit et la médecine. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi dans cette maison, et c'est l'ancien doyen qui vous parle, un département droit de la santé important, animé par notre ami François Viala, et qui a des relations avec nos amis médecins. Mais il ne faut pas parler simplement des relations entre universitaires. Certains diraient un petit entre-soi de mandarin, alors qu'il n'y a pas ici de mandarin. Cette faculté a toujours su s'ouvrir aux acteurs du monde des relations de travail, et ils savent, la preuve, qu'ils sont ici, chez eux. Et donc c'est une relation ancienne que nous avons nouée avec les partenaires largement entendus de la santé publique, de la santé au travail. Un partenariat fort au bénéfice de nos étudiants de droit et pratique des relations de travail via nos amis de la médecine du travail. Cher Hervé, ici présent, plus de 20 ans de collaboration, combien de visites sous ta houlette dans des entreprises qui relèvent de ton périmètre d'action pour expliquer concrètement et de visu, en présentiel, la mission d'un médecin du travail de proximité au profit de la santé au travail. C'est bien sûr aussi la relation avec Véronique, et je la salue puisqu'elle est en distanciel, et je la remercie de cette collaboration. Autant vous dire donc que choisir pour la première de la section AFDT le thème de la santé au travail était tout à fait naturel. Et d'autant plus naturel que désormais, nous avons notre spécialiste au sein de l'école de droit social de Montpellier, en la personne de Sophie. Et désormais, Sophie sillonne le pays. La semaine dernière à Toulon, la semaine d'avant à Paris, pour évidemment décrypter, comme nous allons le faire ce soir, cette énième réforme de la santé au travail. Alors, comme chauffeur de salle, je m'en tiendrai à quelques propos liminaires, car il ne m'appartient pas de décrypter de manière technique ce que les uns et les autres vont faire avec talent. Je vais simplement vous livrer mes impressions d'un vieux perdreau du droit du travail, car des réformes sur la santé au travail, cher Hervé, chère Véronique, nous en avons vu passer. Et nous pourrions être blasés, dubitatifs, voire carrément critiques. Pas du tout! C'est avec enthousiasme que j'aborde cette réforme, mais sans naïveté. L'enthousiasme, c'est d'abord le processus d'élaboration de cette réforme. Car on ne peut pas dire que c'est un coup de tête de l'exécutif et du législatif. Loin s'en faut.
Faut-il que je rappelle ici le rapport de Madame Lecoq, il y a à peine 3 ans? Faut-il que je rappelle enfin la résurrection tant attendue de l'article L1 du Code du travail, la réforme Larcher, dont j'étais presque le seul à défendre la pertinence dans le monde universitaire il y a encore quelques années? Il était mort. Mais il était mort pour quelle raison, ce processus intelligent de concertation entre le gouvernement et le Parlement? Mais parce que nous avons vécu une période où des hommes et des femmes ne se parlaient plus, ne voulaient plus se parler. Car le dialogue social, c'est d'abord une question humaine, c'est d'abord une question de femmes et d'hommes. Mais les fils du dialogue ont été renoués, le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux s'ils étaient intéressés par une négociation interprofessionnelle sur la santé au travail, et vous connaissez le résultat, vous connaissez l'ANI, et ensuite, grande première, la traduction législative de l'ANI ne s'est pas réalisée par un projet de loi, mais par une proposition de loi, et nous retrouvons Madame Lecoq, en amont, en aval. Autant dire que il faudrait appeler cette réforme la réforme Lecoq, et non pas, comme on le fait souvent, du nom d'un ministre ou d'un Premier ministre. Rendons à César ce qui revient à César. Donc je me félicite du succès de cet article L1, de cette reprise par la proposition de loi. Ce processus normatif est exemplaire. Bien sûr, ce sont les objectifs qui créent l'enthousiasme sur le papier. Et l'objectif poursuivi, vous le savez, c'est renforcer la prévention. C'est du reste le titre de la loi. Renforcer la prévention. Quand on renforce, ça veut dire que ça existe déjà, mais que ce n'est pas suffisant. Donc, ce n'est pas une idée révolutionnaire. C'est une évolution attendue. Et c'est une évolution attendue pour quelle raison? Parce que nous ne faisons pas assez en matière de prévention. Parce que surtout, et les travaux parlementaires l'expriment, et le préambule de l'accord national interprofessionnel l'exprime, nous n'avons pas encore dans notre pays une véritable culture de la prévention en matière de santé, qu'il s'agisse de santé au travail ou qu'il s'agisse de santé publique. La preuve, ce que nous vivons maintenant depuis 19 mois. Faut-il que je rappelle au début de la crise sanitaire tout un tas d'inepties racontées pourtant par des personnes détenteurs d'autorité publique? Est-ce qu'on a oublié aussi facilement la circulaire de la Direction générale du travail du 18 décembre 2007 sur la prévention en entreprise de la pandémie grippale? Enlevez pandémie grippale, mettez à la place Covid-19, tout était écrit. Tout était écrit. Le passage au télétravail imposé, une fiche complète sur les masques et l'utilité des masques pour prévenir les contaminations, et j'en passe, et des meilleurs. Nous avons tous failli. Tous. Nous avons tous été amnésiques. Et nous nous sommes trouvés dépourvus quand la bise de la Covid fut venue, alors que nous avions prévu que ça pouvait arriver. Mon propos ne consiste pas à fustiger Pierre-Paul et Jacques et à clouer au pilori X, Y ou Z à quelques semaines d'une élection présidentielle. Ça serait malvenu de ma part. Mais si on oublie ce que nous avons vécu, et si on n'en tire pas les conséquences pour demain, les 120 000 morts seront morts pour rien. C'est une exigence que de toujours tirer les leçons d'épisodes comme cela. Et ça veut dire très clairement, mais ce n'est pas l'objectif de la soirée, qu'il faut réarmer les entreprises, qu'il faut mettre en place des plans de continuation d'activité pour ce type d'événement, et qu'il faut avoir une vraie démarche de formation et de prévention pour être mieux à même, demain, d'affronter des crises majeures comme celle-là. C'est la raison pour laquelle on ne peut que féliciter à la fois les signataires de l'ANI et à la fois les parlementaires de mettre un petit coup d'accélérateur pour monter d'un cran sur la prévention et arriver demain vers une vraie culture, mais nous savons que ça prend du temps. Et d'autres domaines du droit du travail sont marqués par la même exigence de développer une culture. Alors,
on peut être aussi satisfait, ou en tout cas enthousiaste, sur d'autres objectifs. Le décloisonnement de la santé publique et de la santé au travail. Et le décloisonnement est synonyme de quoi? De rencontres, d'échanges, de collaboration. Enfin. Le renforcement, bien sûr, de l'accompagnement de certains publics, dont les plus vulnérables, et la lutte contre la désinsertion liée à l'état de santé. On peut être aussi, bien sûr, enthousiaste sur la quête d'une amélioration de la qualité du service rendu par les services de prévention et de santé au travail, nouvelle appellation singulièrement lorsqu'ils sont interentreprises. Nul ne contestera l'objectif d'efficacité singulièrement pour les TPE, PME, parce que le texte est aussi destiné prioritairement aux TPE et PME. Évidemment, le spécialiste de négociation collective que je suis, plutôt l'amoureux de négociation collective que je suis, ne boudera pas son plaisir de voir ajouter à la QVT les conditions de travail. Et je pense à notre ami Pierre-Yves Verquint ici, qui a beaucoup fait pour ce concept comme Marc Véricel. Voilà pour l'enthousiasme. Mais l'enthousiasme n'empêche pas la lucidité et il ne faut pas être naïf, surtout quand on est juriste. Et il ne faut surtout pas croire qu'une réforme juridique permet d'y arriver. Et il ne faut surtout pas croire à la force de la construction juridique en tant que telle. D'abord parce que, à l'heure où nous parlons, la construction est inachevée. Nous attendons sans doute, les uns et les autres, vous le direz, des décrets. Et là, attention que le diable ne se cache pas dans les détails. Attention que la plume ne crée pas trop de discorde demain. La chicane des juristes qui finit au contentieux et qui fait tant de mal. Ensuite, la preuve, faut-il que je rappelle ici, la saga épouvantable des règles sur l'inaptitude. Faut-il que je rappelle les séances passées dans l'amphia, 250 médecins du travail à l'époque, tu t'en rappelles, cher Hervé, pour expliquer les arcanes de la jurisprudence de la Chambre sociale à des médecins du travail qui n'ont pas la même formation que vous et moi. La qualité de la règle de droit, la clarté de la règle de droit, l'accessibilité de la règle de droit est aussi au service de l'efficacité de la réforme. Mais pas de naïveté non plus que de croire, comme le font trop souvent les femmes et les hommes politiques, qu'une fois la réforme passée, c'est bon, c'est terminé. Mais nous le savons bien en matière d'égalité homme-femme. La France est championne du monde des textes depuis 1983. Faut-il ici que je rappelle un certain nombre de statistiques en la matière, qui fait qu'à l'heure où je parle, encore un texte est en examen devant le Parlement. Ce n'est pas la règle de droit qui, seule, permet d'atteindre le résultat. C'est vous et moi, c'est chacun d'entre nous. Et va venir très rapidement le temps de l'appropriation individuelle et collective de cette nouvelle réforme, et on nous laisse du reste un peu de temps, puisqu'on a décalé l'application au 31 mars 2022, ce qui nous permet d'organiser comme ce soir des conférences, de s'approprier, et ensuite, les uns et les autres, de faire savoir, d'accompagner. Je ne doute pas qu'il y aura des difficultés, car, et c'est aussi l'objectif de la soirée, car on ne pourra pas rentrer dans le détail technique, en revanche, mettre en avant les défis, mettre en avant les enjeux, mettre en avant les difficultés liées à des changements, oui, pour les services de santé, mais bien sûr que les changements attendus sont importants, mais bien sûr que je ne doute pas qu'il y ait aujourd'hui du stress au sein de cette communauté des médecins du travail, de ceux qui les accompagnent, de tous les acteurs de ce service interprofessionnel. Mais le défi, c'est bien sûr de le surmonter ensemble, pour autant, chers amis, qu'on nous donne les moyens. Car si nous faisons aussi l'économie des moyens, nous connaissons le résultat. Inutile d'afficher des objectifs ambitieux si nous ne mettons pas derrière les moyens adéquats. Et il faudra là avoir une lucidité de la part des acteurs sur les moyens attendus, et il faudra qu'il y ait le courage politique d'accorder les moyens. Alors vous allez me dire, par les temps qui courent, les caisses sont ouvertes, c'est le moment d'en profiter. Oui, mais ce n'est pas comme ça aussi
que l'on règle ce type de situation. Donc voilà mon sentiment. Il n'est pas partagé, c'est l'enthousiasme qui prédomine, mais la détermination et la motivation pour, ensemble, arriver à, une fois de plus, donner encore plus ces lettres de noblesse à cette santé au travail, car nous le savons tous, quand on parle de santé au travail, nous sommes au cœur du droit du travail, c'est l'ADN du droit du travail et plus largement du droit social. Merci de nous avoir rejoints et je cède immédiatement la parole à Sophie. Merci Paul-Henri, merci pour cette introduction, pour cette conférence de notre première section, donc notre nouvelle section, donc Montpellier-Rennes AFDT. Merci évidemment à Florence également. Merci de me faire confiance dans l'organisation et dans le pilotage donc de cette manifestation. Je remercie également Pascal Lokiek qui est ravi que la section justement Montpellier-Rennes AFDT commence déjà à être dynamique, comme il m'a dit. Merci à nos intervenants. Merci Grégory d'intervenir. En plus, il y a une petite modification concernant le programme. C'est Grégory Chastagnol qui commencera pour présenter justement le volet entreprise, conseil d'entreprise, je dirais, de la réforme, l'impact pour les entreprises. Martial Brun va nous rejoindre juste après. Il est en direct en visio avec le secrétariat d'État pour la réforme, donc on aura certainement des informations toutes fraîches. Donc ça tombe plutôt bien. Il interviendra donc par la suite. Merci à tous d'être présents. Je sais que vous êtes nombreux aussi en visio et que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on a le double donc de l'amphi justement en visio. Donc ce qui signifie aussi que des sujets justement tels que des sujets sur la santé au travail, sur la prévention en entreprise, sur les conditions de travail intéressent énormément l'ensemble justement des acteurs de la santé au travail. Donc de manière décloisonnée, à la fois institutionnelle mais aussi en entreprise. Donc merci à tous d'être là et nous continuerons évidemment à organiser des manifestations sur ces sujets-là pour décrypter peut-être de manière plus technique également ensuite la mise en place de la réforme de manière opérationnelle. J'en ai terminé avec les remerciements. Je vais donc commencer avec une brève introduction, d'une vingtaine de minutes environ, pour vous présenter en fait tous les aspects, tout le contexte également de cette réforme, d'un point de vue un petit peu plus technique, donc avec justement les différentes modifications. Et ensuite, vous aurez les intervenants et il y aura vraiment un temps d'échange pour poser toutes vos questions sur justement ces aspects. Alors je dirais plus opérationnel, donc avec le volet entreprise et ensuite le volet modification pour les nouveaux SPSTI, évidemment. Donc on va s'habituer à ces nouvelles appellations, mais je vais tout vous expliquer. Alors en tout cas, justement, cette réforme, elle arrive à pic, comme je vous le disais, parce que elle arrive dans ce contexte de crise sanitaire. Et effectivement, la crise sanitaire aura eu une vertu, et ça, je ne fais que le dire. Des étudiants qui se sont trompés certainement et qui se sont rendus compte finalement que c'était pas le bon amphi. C'est celle de repositionner justement donc la question de la santé et des conditions de travail, puisque c'est évidemment lié dans la dynamique de prévention, au centre des débats, au sein des organisations, au sein de l'entreprise évidemment, et également pour les juristes en droit social. Et ça c'est extrêmement important parce qu'il ne faut pas oublier que le droit social de manière globale s'est construit justement sur la question de la santé au travail justement et des risques professionnels. Et donc la loi, la plus grande loi, celle du 9 avril 1898, qui traite justement de la responsabilité donc des employeurs en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, qui a créé ensuite duquel on a découlé tout le concept justement de faute inexcusable, elle est centrale en fait cette loi. Ce texte est central et tout est parti de là. Et c'est à partir de là ensuite qu'on a construit tous les textes que l'on connaît et que le droit du travail s'est désolidarisé justement du droit civil. Donc ça c'est un élément important et avoir justement ce repositionnement aujourd'hui dans un contexte de crise où on se rend compte que effectivement si on met pas les moyens dans la prévention, les entreprises n'arrivent pas à fonctionner.
C'est quand même un des enjeux extrêmement importants. L'économie fonctionne parce que les conditions de travail sont bonnes. Je trouve que c'est extrêmement porteur comme message, avec justement une réforme qui intervient à ce moment-là. Alors, comme l'a dit Paul-Henri, près de 3 années se sont écoulées entre la remise du premier rapport, et il y en a eu beaucoup par la suite, après le premier rapport donc de la députée Charlotte Lecocq. Et je me souviens justement d'une conférence, donc je regarde encore Hervé Mertz, donc à 7 justement, où nous avions parlé d'un premier décryptage, et Charlotte Lecocq était là. Et évidemment, on se rendait compte que tous les enjeux n'étaient pas saisis. Initialement, on avait prévu une réforme qui était extrêmement, beaucoup plus importante que celle que nous avons aujourd'hui, une réforme systémique où ça annonçait la disparition des services de santé au travail, vraiment. Donc il y avait quelque chose de très 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 important, et on ne comprenait pas bien non plus. Alors plutôt, il ne comprenait pas bien non plus le positionnement justement central des services de santé donc au travail, pour mettre en œuvre, orchestrer justement la prévention en entreprise. Et c'est vrai que ce travail de terrain à la suite du premier rapport a été extrêmement important pour arriver à faire évoluer ce texte et aboutir aujourd'hui à un texte qui est malgré tout, même s'il y a des faiblesses, plutôt équilibrées concernant justement le positionnement, je dirais, des services, mais aussi ensuite le lien avec l'entreprise et les outils à disposition justement des entreprises. Donc ça, c'est un premier élément. Les discussions, comme je le disais, ont été menées sur le terrain pour comprendre pourquoi, justement, initialement, on avait de telles résistances dans le cadre de cette réforme, parce qu'il ne faut pas oublier que si on avait des débats concernant cette réforme de la santé au travail, c'est parce que les chiffres en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles ne sont pas à la hauteur de l'argent qui est investi en matière, justement, de prévention. Et sur ce sujet-là, on a évidemment une amélioration dans le cadre de certaines branches d'activité, notamment dans le bâtiment, pour les chutes en hauteur. On a vraiment aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement proactif dans ce domaine-là. En revanche, on a d'autres secteurs, notamment tout le secteur du médico-social, de l'aide à domicile, etc., où on a une augmentation concernant justement les chiffres de reconnaissance d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Et il est vrai que c'est pas acceptable au regard justement d'un domaine d'activité qui va être amené à être de plus en plus important avec la réforme de la dépendance. Donc là, on se doute bien qu'il y a un enjeu extrêmement important que d'arriver à équilibrer les éléments. On a les statistiques en matière d'AT-MP, donc c'est assez facile d'arriver aussi à identifier des répercussions immédiates de bons éléments en matière de prévention. Alors, entre-temps, justement, les partenaires sociaux ont mis près de 2 ans à parvenir justement à l'accord, après des mois de discussions qui étaient compliquées en amont, et on a eu à peu près une 12aine de séances de négociation, donc c'était quand même assez tendu. Il y a eu la proposition de loi, donc un débat parlementaire également animé, qui a duré pendant de manière je dirais qui a duré à peu près donc on est sur 6 mois de débat parlementaire. Et ce qui est assez nouveau, c'est que là aussi il y a eu pas mal de discussions avec le terrain. On a de bons liens également avec justement donc la commission des affaires sociales, donc la députée Charlotte Lecocq, et les universitaires aussi. Donc de temps en temps on est un petit peu amené à traiter de ces sujets, ont été consultés et écoutés, parce que on est consultés mais aussi écoutés dans l'évolution justement des textes. Alors comme vous l'a dit Paul-Henri, donc la réforme elle entrera en vigueur le 31 mars 2022, ce qui laisse un petit peu de temps aussi pour se l'approprier, et de manière échelonnée jusqu'en 2024, je vous en prie, pour certains dispositifs. Alors, je vais d'emblée le dire, justement, les décrets vont être extrêmement importants pour saisir les aspects opérationnels de la réforme. Et là, tout l'enjeu, évidemment, sera de voir comment, justement, ces décrets vont appliquer de manière opérationnelle les différents éléments. Alors, mission des services de santé au travail, évaluation des risques et prévention en entreprise.
lutte contre la désinsertion professionnelle, offre de santé, offre de services, démarche qualité. Voici les changements extrêmement importants. L'environnement juridique des services, évidemment, évolue fortement avec ce texte qui suppose une certaine adaptabilité des services, adaptabilité des entreprises. Ça sera vraiment, je dirais, le leitmotiv de cette soirée, même s'il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'une révolution. La réforme, comme je vous l'ai dit, elle est bien différente de celle qui avait été annoncée initialement. Alors l'objectif de cette rapide présentation, c'est, sans entrer dans les détails, de faire justement un tour d'horizon des différentes mesures du texte, avec quelques coups de projecteur sur ce qui va directement, évidemment, impacter les services, mais aussi les entreprises. Alors l'objectif sera pas pour ma part de disserter sur le fait de savoir est-ce qu'on est sur une bonne ou une mauvaise réforme. Évidemment, l'objectif de prévention, on est tous d'accord sur le fait qu'il devait être mis en avant, mais on va essayer aujourd'hui davantage de donner des éléments pour s'en saisir, parce que la réforme, elle est là, et il faut arriver à s'en saisir. Alors, 4 aspects que je vais évoquer avec vous avant de céder la parole, évidemment, à nos intervenants. Premier aspect, c'est les objectifs. Les objectifs, Paul-Henri l'a rappelé également, c'est de renforcer la prévention au sein des entreprises et de décloisonner la santé publique et la santé au travail. Et tout ça commence par une première mesure, c'est le fait de rebaptiser les services de prévention et de santé au travail. C'est vraiment une mesure, je dirais une mesure phare pour mettre l'accent sur leur mission de prévention, c'est l'article 1er justement du texte. Et à mon sens, il ne s'agit pas que d'une mesure cosmétique. Alors j'allais dire que je n'allais pas disserter, mais je le dis évidemment, donc je donne un jugement de valeur. Pour moi, c'est pas une mesure cosmétique, c'est extrêmement important. Parce qu'on le sait, l'objectif, c'est de repositionner justement les services sur ce sujet au regard de la stagnation des chiffres en matière d'AT-MP et de l'augmentation dans certains secteurs. Alors, évidemment, les services ne seront pas les seuls dans cette démarche et le relais en entreprise sera essentiel. Et là, on se rend compte qu'au niveau des entreprises, on a une vague idée de la réforme. Si les services arrivent à se dire que effectivement il va y avoir une réforme, elle va entrer à vigueur rapidement, en entreprise, évidemment, on se rend compte que finalement on a une vision très lointaine de l'applicabilité de cette réforme. Et là, si on n'arrive pas justement côté entreprise et côté service de santé à se saisir de ces éléments, ça va faire évidemment un flop. Mission évidemment également des services de prévention en santé au travail qui sont, je dirais, élargis, avec le fait qu'ils ne sont plus exclusivement mais principalement chargés d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. Donc ça c'est l'article 7, avec d'autres éléments qui sont évoqués pour intégrer les services dans cette démarche de santé publique. Concernant les missions, on a également les missions en milieu de travail qui sont intégrées avec un tiers du temps du médecin du travail qui devra être consacré justement donc à cette mission. Là aussi, c'était un élément assez important dans le cadre des négociations. Et ensuite, tout un bloc de texte sur l'évaluation des risques professionnels. Et ça, c'est assez intéressant parce que initialement, on se souvient dans le rapport Lecoq, pour ceux qui ont suivi les débats, on supprimait totalement le document unique d'évaluation des risques professionnels. Bon, c'était pas possible, évidemment, c'était pas possible, puisque toutes les entreprises devaient mettre en place une démarche de prévention des risques, mais on n'avait pas cet élément sur l'évaluation des risques. Bon, le texte final met en place justement un dispositif beaucoup plus efficace à mon sens. Alors là, à nouveau, je donne un jugement de valeur concernant le document unique d'évaluation des risques professionnels, avec justement un lien entre l'entreprise et les services qui devra être justement davantage institutionnalisé et à la fois davantage opérationnel sur l'élaboration du DUERP.
Concernant le DUERP, et ça, je vais peut-être pas le détailler, je pense que Grégory le détaillera, une informatisation du document unique d'évaluation des risques professionnels avec une conservation pendant 40 ans de manière informatique justement du document, de toutes les évolutions de ce document pour éviter évidemment les situations de fraude. Donc on s'en doute bien, on avait souvent des documents uniques d'évaluation des risques professionnels qui étaient modifiés juste après l'accident du travail, voire parfois antidatés. Donc là effectivement ça sera plus possible. Moi je trouve que c'est une bonne chose. Un suivi renforcé aussi qui va être modifié. Plusieurs mesures justement avec un ciblage sur des risques particuliers, notamment les risques chimiques et les polyexpositions. Et la mise en place également d'un passeport prévention. Donc ça sera évoqué également pour tracer toute la formation en matière de santé et de sécurité de manière décloisonnée et pas uniquement sur une entreprise en particulier. Alors, autre mesure extrêmement importante, autre aspect très important, ça va être l'offre de services, évidemment, qui devra être délivrée par le SPSTI aux entreprises et aux salariés. Je dis bien aux entreprises et aux salariés parce que c'est quand même ça l'idée. Et le fait d'intégrer les services dans une démarche qualité. Et là, effectivement, ça sera évoqué par Martial Brun tout à l'heure. Ce qui implique également une modification de la tarification, justement, avec une cotisation, mais également la possibilité d'avoir une tarification pour ce qui va concerner ce qu'on appelle l'offre complémentaire, et ça sera présenté également. Donc, intégrer justement les services dans des dispositifs assez nouveaux, plus simplement une relation, je dirais, de SPSTI adhérent, mais aussi SPSTI client, certainement, pour justement, notamment plutôt, l'offre complémentaire qui sera mise en place. Plusieurs nouveaux outils également, troisième point, qui vont permettre justement d'intégrer à la fois les services et les entreprises dans cette démarche, dans cette nouvelle démarche de prévention, pour faciliter, alors c'est comme ça que ça a été conçu, justement, la réalisation des missions. Il y en a beaucoup. C'est à la fois des éléments techniques et organisationnels. Organisationnel, ça sera évoqué également dans le cadre justement de la mise en place des nouveaux éléments. Et à la fois technique avec le dossier médical partagé, la création du dossier médical en santé au travail, où là aussi ça va permettre de fluidifier certainement les relations, la possibilité d'avoir des prescriptions d'arrêt de travail aussi de manière expérimentale dans certains territoires. Donc là, ça va être vraiment une petite révolution. Tout ça pour dire que dans ce cadre-là, les services vont devenir justement non seulement des acteurs de la prévention, mais auront aussi un rôle de chef d'orchestre, mais surtout en travaillant de concert avec des entreprises. Et tout ça va être possible si effectivement, et comme le disait Paul-Henri, nous aurons les moyens de mettre en place cette réforme. Et là, évidemment, les décrets vont permettre justement d'avoir une vision concrète sur comment on va arriver à déployer de manière opérationnelle justement cette réforme et ça sera extrêmement important. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est sur le fait aussi que cette réforme, elle envisage de manière décloisonnée les relations avec les autres acteurs de la prévention. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on va avoir aussi des partages d'informations, notamment avec les caisses, et de manière beaucoup plus institutionnalisée. On sait que certains services avaient de bonnes relations avec les médecins conseils, arrivaient, je dirais, avec des relations interpersonnelles, justement, à travailler sur des dossiers, etc. Là, ça sera davantage, justement, institutionnalisé, notamment au sein des cellules pluridisciplinaires de prévention de la désinsertion professionnelle, évidemment, mais aussi dans les outils de partage d'informations à travers le dossier médical, etc. Donc, l'amélioration de ce point de vue, elle est assez intéressante. Également avec les référents handicap, pour justement arriver à coordonner finalement tous ces acteurs. Cette réforme, elle ne peut pas être envisagée seule, évidemment. Elle s'insère dans un contexte plus global. C'est celui de réforme qui vise justement à assurer le maintien dans l'emploi du salarié et le maintien dans l'emploi en bonne santé.
d'avoir un parcours professionnel justement qui permette le maintien en bonne santé. Et évidemment, la réforme des retraites, elle dépendra de justement la bonne mise en œuvre de cette réforme concernant la lutte contre la désinsertion professionnelle. On est tous au courant de cet aspect-là. Et la réforme, évidemment, de la formation professionnelle, elle s'insère justement dans le même dispositif. Ce qui est assez logique, je dirais, pour assurer, comme je vous le disais, le maintien du salarié en bonne santé dans le cadre de son parcours professionnel. Bon, j'ai terminé avec cette présentation rapide. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole, alors, comme vous le souhaitez, soit on fait selon le programme, ça vous va? Vous avez le temps de... Moi, ça va. Parfait. Alors, je vais céder la parole, justement. Donc, j'ai une petite présentation. Est-ce que je la passe ou je me... Vous avez une présentation? C'est comme vous le souhaitez. Alors, mais il y a... à partir d'une certaine heure, ça m'aide à structurer. Pas de souci. Vous pouvez prendre votre ordinateur. Je vais simplement chercher le câble pour vous brancher. Merci. Allez-y, installez-vous. Vous avez quoi comme port? C'est du HDMI? Du HDMI. Allez, ça. Merci. On va prendre le micro. Donc, juste me présenter un instant, ça a peut-être déjà été fait. Donc, je suis Martial Brun, je suis directeur général de Présence. Présence fédère les services de santé au travail interentreprises, les futurs services de prévention et de santé au travail interentreprises. Donc, quelques 230 services de prévention et de santé au travail interentreprises en France métropolitaine ou outre-mer, qui suivent quelques 15 millions de salariés du secteur privé et environ 700 000 agents de la fonction publique qui trouvent les moyens de la prévention auprès du secteur privé. Ça représente aussi 1,5 million, 1,4 million d'employeurs de ces salariés, ce qui vous dit aussi la taille tout de suite moyenne d'une entreprise en France, 10, autour de 10. Donc nous parlons de la prévention, du maintien en emploi, du suivi de l'état de santé pour des entreprises qui sont des TPE et des PME. Ça fait partie de la donne et de la grande problématique, c'est comment on apporte un service effectif, un accompagnement effectif en prévention à autant de monde. Combien de personnel au sein de vos services fédérés? Il y a un peu plus de 17 600 personnes exactement qui sont salariés des services de prévention et de santé au travail. À peine un quart aujourd'hui sont médecins du travail. Pour l'image générale, ce qui veut dire que les 3/4 ne le sont plus, avec une proportion très croissante d'infirmiers en santé au travail, et puis ce qu'on appelle les intervenants en prévention des risques professionnels, que sont les ergonomes, les psychologues du travail, les toxicologues, les techniciens aussi qui complètent ce panorama, hygiène, sécurité, mais dans tout un tas de disciplines. Est-ce que c'est besoin de le rappeler? Mais la mission historique, c'est d'éviter toute altération de la santé du fait du travail, donc on a eu besoin d'adjoindre aux médecins du travail aussi des compétences pour appréhender tout ce qui sont les déterminants du travail qui peuvent agir sur la santé. Je reprendrai quand même le leitmotiv du plan santé-travail numéro 3, qui va bientôt mourir, puisque le 4 devrait sortir avant la fin de l'année, mais le travail, facteur de santé. C'est aussi un petit préalable que je peux faire en introduction, c'est aussi d'approcher le travail comme un facteur de santé, pas un facteur de souffrance, pas un facteur de... Le travail est très protecteur de la santé. C'est d'ailleurs le premier déterminant de santé dans les études internationales. Le fait d'avoir un emploi ou pas un emploi est très déterminant de votre état de santé pour tout un tas de raisons de protection sociale, de lien social et tout un tas d'autres choses. Donc, je parle donc du point de vue des services de prévention et de santé au travail, qui ne résume pas le système de santé au travail français. Néanmoins, c'est quand même le premier acteur sur le terrain à pouvoir accompagner les entreprises, dans les faits. Pour situer, il y a 10 fois moins de personnes dans les caisses
les CARSAT, on appelle les CARSAT, hein, l'assurance maladie, et 100 fois moins dans les ARACT, qui sont les agences régionales d'amélioration des conditions de travail. Donc vous voyez le rapport d'intervention ou de capacité d'intervention de l'institution. À tel point que si vous regardez cette loi qui est parue, vous verrez que l'essentiel des dispositions concerne les services de prévention et de santé au travail. Il y a eu un séminaire gouvernemental en septembre pour promouvoir la loi. Ils n'ont parlé que de services de prévention et de santé au travail. Donc ça doit être quand même un gros sujet dans le système. Et pour ces questions de chiffres que vous me faisiez compléter, je vous confirme qu'effectivement, c'est déterminant de la réussite du système. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, évidemment, la loi, Sophie Selusi vient de le rappeler, elle a beaucoup de dispositions, on les a balayées. Je vais m'attarder sur ce qui est très structurant, en fait, de l'activité on va parler d'offres, on va parler de services, du service que rendent les services de santé au travail. J'y suis presque. J'y suis presque. Alors, je vais avoir un propos en partie en référence au texte et à la lettre du texte, mais aussi un propos plus général, plus, j'allais dire, un langage commun pour appréhender ces aspects structurels de la réforme. Est-ce que la lumière veut bien? Alors, on va y aller. On a un petit peu de vent, ça va à peu près. Alors, ça a été rappelé, mais je le pose quand même en contexte. Certains ont parlé d'une première mi-temps, d'une deuxième mi-temps. Il faut comprendre que notre système, qui s'appelle la santé au travail, alors chaque fois je pose la question, santé ou travail, hein, et quand je pose cette question, c'est par rapport à la tutelle. On dépend plus de la sphère sociale ou plus de la sphère santé? La réponse, on l'a à chaque fois, c'est la sphère sociale. Le ministère de tutelle, c'est le ministère du Travail, même s'il y a un secrétariat d'État maintenant à la santé au travail. Et article 1 du Code du travail, quand on touche à quelque chose des relations du travail, et la santé au travail s'inscrit dans le cadre du contrat de travail, eh bien on fait appel aux partenaires sociaux. Et on demande aux partenaires sociaux s'ils veulent bien négocier sur le sujet qui nous occupe. Ce qui a fait présenter la réforme de manière très positive à tous les acteurs, c'est une réussite de la démocratie sociale articulée à la démocratie parlementaire. Donc on a eu droit à un accord des partenaires sociaux, le premier en 20 ans, signé presque par tous les partenaires sociaux, donc je pense que ça a été rappelé en introduction, sauf la CGT, et des parlementaires aussi très largement. Hein, c'est-à-dire, par exemple, les Républicains ont voté ce texte. Donc c'est un large consensus social qui a vocation à refonder la commande sociale autour de la santé au travail et de l'institution des services de prévention et de santé au travail. Alors, on parlait d'une première mi-temps, l'ANI, la deuxième mi-temps, la phase législative. Moi, je disais, attendez, il y a déjà au moins 4 cartons. Maintenant, on va rentrer dans une phase qui est tout à fait déterminante, c'est des travaux au sein du comité. Alors, je vais vous citer un certain nombre. Je suis désolé pour l'heure, parce que c'est beaucoup les acronymes le soir. Et puis, j'ai vu qu'il y a 2 redoublants, là, étudiants là, qui vont avoir du mal à suivre. Et donc, le comité de prévention et de santé au travail est une instance en création au sein du COC, du Conseil d'orientation des conditions de travail. Vous allez retrouver les pilotes maintenant du système, c'est-à-dire les partenaires sociaux, l'État et l'assurance maladie. Et ce comité-là, qui n'est pas encore créé, nous espérons ce premier texte vite maintenant, puisque de lui tout dépend, va avoir à négocier des choses très importantes, comme la précision de l'offre de services à accomplir pour un service de santé au travail, les conditions de la certification, les indicateurs, ce qui va faire le réel de cette réforme. Donc, on en a défini dans la loi les grandes lignes, mais la précision, elle n'est pas encore là. Et on a besoin de ce comité. Et il n'a plus que 3 mois pour aboutir. Alors, je vous le dirai plusieurs fois, tout va bien se passer, mais on a quand même du mal à le croire, hein, que tout va tenir dans l'échéance. Et pourtant, nous avons des raisons de croire que les décrets vont bien sortir au 31 mars pour des raisons politiques. C'est-à-dire que dans le programme social de M. Macron, il y avait trois sujets, retraite, chômage et santé au travail. Depuis le début, hein, Édouard Philippe l'a annoncé dans
dans son programme général. Et donc, vous savez que les retraites sont un peu passées au travers pour ce quinquennat, mais chômage et santé au travail ont été votés. Donc, il y a du côté du secrétariat d'État aux retraites et à la santé au travail une forte pression parce que le dossier retraite est un petit peu vide aujourd'hui. Donc c'est très important pour ce gouvernement et ce secrétariat d'État de bien aboutir au 1er avril. Ce qui fait qu'il y a une pression très forte sur l'administration pour bien sortir ces décrets dans les temps. Et nous étions avec le secrétariat d'État dans une visioconférence juste avant, c'est pour ça mon léger retard, pour bien caler les premiers textes sur la PDP, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc tout le monde est à pied d'œuvre. Le 4e carton, c'est la phase réglementaire, c'est-à-dire une fois que les partenaires sociaux se sont de nouveau concertés avec l'État, l'État va reprendre la main pour inscrire ça dans du réglementaire. Donc l'offre de service va être fixée réglementairement. Il y a une autre chose sur laquelle je vais revenir aussi, c'est une certification qui va être attachée à cette offre de service. On ne va pas seulement vérifier que l'organisation est maîtrisée, on va venir vérifier que le service est effectivement rendu, ce qui est une très grande différence. Et puis, 4 cartons, mais en fait, le vrai match, c'est la mise en œuvre. C'est ça qui fait la réalisation et la réussite d'une réforme. Il est toujours un peu trop tôt à la phase législative pour dire que cette réforme est réussie. Il y a de nombreux points. Sophie Selusi les a décrits dans les grandes lignes. Je vais m'attarder sur la partie ici marquée en vert, sur le pilotage, les missions, les bénéficiaires, la certification, l'agrément, pour que vous voyez un peu l'articulation, quelle régulation a imaginé le législateur. Je dis le législateur et les partenaires sociaux, puisque le législateur a repris pour grande partie l'accord national interprofessionnel. La question centrale, vous avez dû évoquer le rapport Lecoq et la trajectoire de cette réforme. Il y avait une vision ce qu'on a appelé étatiste. Alors, c'est parfois discuté, mais très étatiste, très France Santé Travail, Région Santé Travail. L'État récupère l'argent de tout ce qui est régalien. La santé au travail fait partie de la santé publique. On remonte tous les moyens au niveau national et on les redistribue pour appliquer une politique publique. Donc c'est une vision d'approche du système de santé au travail. Ça s'est heurté au fait qu'on n'est pas dans la relation citoyen-État, on est dans la relation employeur, salarié, contrat de travail, État. Et c'est plus complexe que cela. Et puis la proximité a aussi pesé très lourd dans la réflexion. Souvent on dit la prévention se gagne au pied de la machine. Ça veut dire que, et on l'a vu, si je puis me permettre, pendant la période Covid, ce n'est pas les ARS qui se sont distingués en termes d'opérationnalité, de capacité de résoudre les problèmes au pied de la machine, ou au pied ou au bras de la personne. Et ça a renvoyé quand même la réflexion de l'effectivité de la prévention du service rendu vers quelque chose qui est plus près de l'entreprise, plus près de la décision de l'entreprise, plus près des services de santé au travail, à condition de savoir ce que doit faire ce service de santé au travail. Je vais vous donner une anecdote qui est déterminante. Vous savez, j'ai souvent été interpellé, on m'a dit « Mais Monsieur Brun, vous savez bien que ça ne marche pas, les services de santé au travail, de médecine du travail, si ça vous parle mieux. » J'ai dit « Comment le savez-vous ?» Première chose, que ça ne marche pas. Vous n'avez pas d'indicateurs, vous n'avez pas de chiffres, vous ne savez pas consolider des données, etc. Comment le savez-vous? Ensuite, vous avez raison, tout ne fonctionne pas bien. Mais est-ce que vous savez dire seulement ce que vous attendez du système de santé au travail, ce que vous attendez d'un service de santé au travail? Quand toute la jurisprudence, les textes ont collé le système depuis 1946 vers une visite médicale obligatoire, est-ce que vous savez exprimer clairement, de manière lisible, comme vous le souhaitez dans le rapport Lecoq, lisible, cohérente, ce que vous attendez? Et ça passera par des choses lisibles de l'entreprise. Alors on avait fait cet exercice il y a quelques années dans le réseau. On avait dit, mais c'est vrai que c'est pas facile de se faire comprendre. On est là pourquoi? Alors on l'a mis dans ce schéma simplifié. Vous avez ce rond où en haut vous avez l'action en milieu de travail. C'est-à-dire que la première fonction d'un service de santé au travail, de service de prévention demain, et c'est quand même le même, c'est de connaître les situations de travail.
c'est d'aller sur le terrain ou envoyer des personnes sur le terrain pour connaître les situations de travail, le réel. La deuxième brique que tout le monde identifie bien, c'est la surveillance de l'état de santé. Parce que vous connaissez les situations de travail, parce que vous connaissez l'état de santé, vous pouvez rapprocher les deux et avoir des conseils adaptés de maintien en emploi, de prévention, etc., etc. Et en faisant de l'action en milieu de travail et du suivi individuel, vous récoltez beaucoup de données, ce qui vous permet de faire de la traçabilité et de la veille sanitaire. Le fait de bien exploiter nos données nous permet de mieux cibler nos actions en milieu de travail, mieux cibler le suivi individuel et affiner nos conseils. C'est pour ça qu'on l'a présenté sous une forme de cercle. Donc, quand vous avez exprimé ça, je vous assure que même quand vous le présentez à un parlementaire, vous éclairez déjà un petit peu le paysage. Parce que la visite médicale de 1946 a créé un sillon très profond dans les pratiques, dans les perceptions, dans l'attente sociale. Les partenaires sociaux n'ont accepté qu'en 2016 de dire que peut-être il ne fallait pas que ce soit tous les ans et que ce soit systématique pour tous les salariés, quelles que soient leurs conditions, leur âge, leurs risques, etc. Donc c'était une acceptation sociale qui n'était pas faite, alors que le système était au bout en termes de fonctionnement. Ce qui permet, une fois qu'on a présenté ces 4 missions générales, de bien redire qu'il y a une équipe pluridisciplinaire pour faire ça. C'est un ensemble de compétences qui sont mises en jeu, 17 600 personnes, un quart de médecins du travail, donc bien d'autres personnels pour intervenir, qui permet de le faire. Alors, cette approche par l'offre, c'est ce qu'ont choisi les partenaires sociaux. Et ce qui a renversé un petit peu l'approche de la réforme. C'est-à-dire, on va définir ce qu'on attend des services de santé au travail. Nous, partenaires sociaux, on va dire ensemble ce qu'on attend. Et ils sont partis de l'offre. Et ils ont parlé d'offre. Le rapport Lecoq en avait parlé aussi. Mais eux ont dit, ça, c'est le point numéro 1. Et pour avoir vécu plusieurs réformes législatives, 2011-2016, en 2011, on a parlé de la présidence du service et du statut du médecin du travail. J'ai assisté à tous les débats parlementaires de l'époque, c'était les deux seuls sujets. On ne parlait pas de prévention, on ne parlait pas de ce qu'il y avait à faire, on parlait, est-ce que le président est salarié ou employeur, et quel est le statut du médecin du travail. Je résume, je caricature, mais pas beaucoup en termes d'heures de débat. En 2016, c'était la problématique de la visite obligatoire, du rythme de la visite, on a parlé beaucoup de la visite, ce qui ne résumait pas toute l'activité d'un service de santé au travail. Donc le fait d'avoir travaillé sur l'offre et d'avoir mis en avant la prévention, alors, si je puis me permettre, vous avez dit, ils vont devenir des acteurs de prévention. Depuis 1946. Depuis 1946, on ne fait rien d'autre que de la prévention, puisque c'est d'éviter toute altération de la santé du fait du travail. Mais là, et au moins ce nom qu'on nous ajoute, service de prévention, je peux vous dire, ça défrise de 3 acteurs. Il y a certainement 2-3 médecins du travail. Enfin, on n'a pas attendu le mot pour en faire. Mais si ça aide à comprendre la globalité de la mission, c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative dans laquelle on s'inscrit très volontiers. Est-ce que ça a changé notre mission ? Pas tellement, puisqu'on a gardé le bon vieux évite toute altération de la santé du fait du travail, mais ce n'est plus la mission principale, la mission exclusive, c'est la mission principale, et on voit surgir des objectifs de santé publique. Là aussi, pour ceux qui manient les concepts, on n'a pas attendu d'être une partie prenante de la santé publique au sens santé populationnelle. Bien sûr, c'est un des facteurs de la santé au travail, comme l'est la santé environnementale, comme l'est le soin. Mais le fait d'inscrire des objectifs de santé publique vous marque une vision de la santé globale. On n'est pas cloisonné dans sa santé. On n'a pas sa santé au boulot, on n'a pas sa santé à la maison, etc. C'est bien globalement. Alors le petit risque avec cette inclusion dans notre mission, c'est qu'avec des phrases comme ça, vous pouvez tout faire. Comme il y a un certain flou de perception des entreprises, mais aussi des parlementaires sur ce que fait un service de santé au travail, là aussi je vais être un peu caricatural, mais puisque ces services qui ne servent pas à grand-chose sont quand même très bien implantés dans toutes les entreprises et ont accès à tous les salariés, on va leur faire des choses utiles en termes de santé publique. Et là, vous pouvez confisquer tous les moyens des services de santé au travail, à faire du dépistage pour le cancer, du cholestérol, enfin vous pouvez imaginer tout. Et régulièrement, nous, tête de réseau, on est interpellés pour dire, mais est-ce que vous ne pourriez pas aider telle grande cause de santé ? Mais oui, mais pouvons-nous regarder ce que personne d'autre que des services de santé au travail, des médecins du travail qui ont la double compétence, connaissance des lieux de travail et santé, peuvent faire ? Ça va nous aider à hiérarchiser. Et oui, on peut parler de sommeil et d'alimentation à un salarié qui travaille de nuit.
parce que c'est la première chose qui va dérégler. On peut tout à fait inscrire des objectifs de santé publique, mais en lien avec le travail, parce que personne d'autre que des services de santé au travail sont capables de faire ça. Et ça, c'est l'enjeu dans l'offre socle qui va se définir, dans les indicateurs qu'on va poser, de ne pas nous perdre dans l'immensité de ce que nous pourrions faire en termes de santé publique. On a vu donc qu'on devait aussi intervenir sur des changements organisationnels importants. Il y a des juristes dans la salle. Changement organisationnel important. Voilà quelque chose de bien précis qui devrait nourrir la réflexion. Qu'est-ce qu'un changement organisationnel important aujourd'hui dans une entreprise? Ça peut faire beaucoup de débats. Vous voyez l'inclusion de la prise en compte du télétravail, par exemple. Là aussi, je ne suis pas juriste moi-même, mais il me plaît à dire que, comme certains juristes, que la loi est parfois bavarde. Le télétravail, c'est typiquement une inclusion du contexte, du moment, en plein Covid. Pourquoi le télétravail, pas le travail de nuit, pourquoi pas toutes les formes de travail? Tout est à prendre en compte, qu'on soit en télétravail ou pas. Donc là, il y a des précisions parfois qui sont un peu surprenantes, mais qui ne nous gênent pas non plus, puisqu'on doit bien prendre toutes les dimensions du travail. Et on voit introduire donc cette pratique sportive. Je sais qu'il y a certains grands sportifs dans la salle. Là aussi, pratique sportive, activité physique. On a tendance, nous, à distinguer un peu les deux. Mais c'est le terme de pratique sportive qui a été retenu. La sédentarité est sans doute le premier risque professionnel. Nous ne sommes jamais autant sédentaires qu'au travail. Rester assis 2 ou 3 heures, c'est qu'au travail. Même à la maison, on se lève prendre un café, on bouge un peu plus que ça. Donc le vrai sujet de sédentarité, il y a des études de plus en plus affinées sur ce sujet-là. Ça, c'est un vrai sujet du travail. Le nombre d'heures qu'on passe assis, avec toutes les conséquences, et il y a des démonstrations scientifiques sur les conséquences cardiovasculaires, d'espérance de vie, sur le cancer, sur tout un tas de choses, de ce simple fait. Et même quand on fait du sport, et beaucoup de sport. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose d'affreux, mais il vaut mieux se lever à l'extérieur, vapoter, allez, je veux dire que vapoter toutes les 1h30, que de faire un marathon le week-end et rester 6 heures assis toute la semaine. J'en ai fini, parce que je ne suis pas médecin non plus, donc je ne vais pas trop loin dans les dimensions scientifiques. Pour rester sur l'organisationnel, la prise en compte du handicap, la vaccination, bien sûr, et on l'a vécu en plein. La question fondamentale qui est posée par cette définition de la mission, c'est quel est le périmètre d'action des services? Cette mission historique de 1946, éviter l'altération du fait du travail. C'est-à-dire qu'il fallait travailler sur le déterminant travail. C'est-à-dire soigner le travail. Ce n'est pas la médecine du travailleur, c'est la médecine du travail. On soigne le travail pour qu'il n'y ait pas d'altération de la santé. Simplement, quand vous parlez de maintien en emploi, vous n'êtes déjà pas simplement sur le déterminant travail. Vous importez des problématiques de santé qui n'ont rien à voir avec le travail. Et avec le vieillissement de la population active, le développement des maladies chroniques, cancer, diabète, etc., vous avez de plus en plus de sujets de maintien en emploi de personnes atteintes de maladies chroniques. Et c'est le quotidien des services de santé au travail de pouvoir proposer un aménagement de poste. On augmente les chances de guérison, de rémission en se maintenant au travail quand on a une maladie chronique, et c'est un vrai sujet. Et puis, je vous ai dit, cet espace énorme d'agir pour la santé globale qui peut nous perdre dans les moyens, qui ne sont pas infinis. 17 000 personnes, c'est beaucoup, mais ça nous permet sur une population de... Alors, je vais dire 15 millions encore un petit peu, 15 millions 600 000 exactement, mais vous allez voir, le périmètre des bénéficiaires peut aussi varier beaucoup. Juste pour cadrer, on a beaucoup écrit en 2019 sur l'offre, avant même les textes. On a distingué 5 pans d'activité, enfin 4 pans centraux d'activité du service et puis 2 pans annexes. Les 2 pans annexes, c'est le premier, c'est faciliter les formalités d'adhésion via le numérique. Ça vous paraît rien, mais en termes de service à l'entreprise, c'est beaucoup de pouvoir simplifier les choses. Puis je vais vous dire, une entreprise, le plus souvent à 10 personnes, est une TPE locale, mais quand vous avez 90 succursales, que vous avez 90 services de santé au travail, qui vous envoient 90 bordereaux d'adhésion, plus ou moins papier, avec 90 factures différentes, en 2021, c'est un signe d'obsolescence, vous voyez, du système, et on attend d'autres choses. En 6e colonne, vous avez donné à chacun un accès individualisé aux informations de santé au travail. Ces outils-là, de plus en plus, peuvent être des vecteurs de prévention.
c'est-à-dire pousser de l'information, donner accès aux informations qui me sont utiles pour ma prévention. Et vous avez les 4 points principaux qui correspondent à ce cercle jaune que je vous donnais tout à l'heure, qui correspondent aussi à la définition de l'ANI. Aider toutes les entreprises à évaluer leurs risques pour engager un plan d'action de prévention. Mais ça, c'est rentré enfin dans la tête de tout le monde. C'est le sujet numéro 1, agir le plus en amont possible des problèmes de santé. Bien sûr, tout en continuant à suivre l'état de santé des personnes, 2e colonne, pour permettre de donner du conseil, de sensibiliser, de développer la culture de prévention dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que la finalité de tout ça, c'est de rendre acteur l'employeur et le salarié. Ce ne sont pas les services de santé au travail qui font la prévention, ce sont les acteurs de l'entreprise. Et ça, quand on a compris ce levier-là, cette réalité-là, ça permet de développer, de traduire notre connaissance, nos conseils, en sensibilisation, en développement de la culture de prévention, en formant des relais prévention, etc. Et puis, il y a quand même de la prévention dite tertiaire, c'est-à-dire quand les problèmes de santé sont survenus, comment on adapte les postes de travail, comment on trouve des solutions pour maintenir en emploi des personnes qui ont déjà leur santé altérée. Et derrière, la réparation n'est pas loin. Tout ce qu'on peut éviter en IJ ont un impact sur les comptes sociaux et motivent beaucoup aussi l'État. En transversal et de manière assez rapide, il faudra ensuite assurer la continuité de l'information. On va reparler du DMP rapidement, mais la traçabilité, la portabilité de l'information, consolider les données, donner justement à connaître notre activité, ça demande à nos systèmes d'information d'évoluer pour rendre compte de cette activité, et puis aussi pour être en mesure d'orienter, on en a parlé tout à l'heure avec le secrétariat d'État, sur j'ai un problème de santé dans l'entreprise, je m'adresse à qui ? À la CARSAT, au service de santé au travail, la GFIP, il y a tellement de gens là-dedans. Donc il faut absolument clarifier la mission de chacun pour pouvoir avoir une communication cohérente, claire. Et nous, on a une chance extraordinaire dans les services, c'est qu'on est quand même la porte d'entrée naturelle, celle que connaissent toutes les entreprises, tous les salariés. Donc même si on ne fait pas tout, d'avoir des gens formés dans nos services, capables d'orienter, est quelque chose de très précieux dans la perspective de notre évolution. Je l'ouvre donc sur le système d'information, avec ce schéma qui n'est pas le nôtre, qui appartient à la politique de santé, au sens large cette fois. Et on parle du SNDS, le Système national de données de santé. On est en train de vivre un virage numérique en santé, qui touche aussi les services de santé au travail. Et pendant la crise Covid, on l'a bien vécu, puisque les services de santé au travail ont été impliqués dans le contact tracing, dans la prescription d'arrêt maladie, dans la vaccination et l'enregistrement des vaccins. Et puis demain, on a la perspective d'inscrire un volet santé-travail dans le dossier médical partagé. Je pose simplement ces éléments-là pour que vous mesuriez ce que ça suppose en système d'information, en interopérabilité des systèmes d'information, en convergence de ce qui n'est pas du tout organisé aujourd'hui. Donc c'est un défi majeur de réussite de la réforme, c'est d'aussi pouvoir s'inscrire dans le système d'information de la santé au sens large, avec des partenaires, des messageries sécurisées, et surtout, enfin, c'est ce qui a permis la loi, l'usage de l'identifiant national de santé, le numéro de sécu, que n'avaient pas le droit d'utiliser les services de santé au travail jusqu'à présent. Alors c'est facile de faire de la traçabilité avec ça, et c'est facile de faire des parcours de santé sans cette clé de suivi. Si on a traduit ça, on s'est livré à l'exercice de traduire ça de manière graphique, qu'est-ce qu'on pourrait proposer à une entreprise comme portail partout en France? Avec quelles fonctions? D'adhérer, de pouvoir suivre les convocations, d'avoir mes conseils de prévention, d'avoir un baromètre santé propre à mon secteur ou à mon entreprise, selon ma taille. Et puis du côté des salariés, d'avoir mes données, qu'est-ce qui s'est passé pendant ma visite, quels sont les conseils de prévention qu'on m'a donnés, est-ce qu'on suit ma santé à travers cette application. Alors, voilà, je suis obligé quand même d'aller un petit peu vite, mais que vous ayez le sujet, c'est l'offre. Une fois qu'on a posé l'offre, deuxième question fondamentale du périmètre, on s'adresse à qui? Jusqu'à présent, c'était le salarié du secteur privé. Je signe un contrat de travail avec un salarié, je lui dois santé et sécurité. C'est le fondement de responsabilité du système. Et puis, les sénateurs, tout le monde a réfléchi en se disant, mais les travailleurs, c'est plus large que ça, que des salariés. Il y a les indépendants, il y a les employeurs non salariés. Ils adhèrent à un service de santé au travail, mais ils ne bénéficient pas du service pour leur santé. Et là aussi, je peux vous dire que la crise sanitaire
a mis à jour des problématiques de santé des employeurs non salariés considérables. Risques psychosociaux, entre autres, mais considérables. Et dans une TPE, quand c'est le chef d'entreprise de la TPE qui va mal en termes de santé, c'est très vite toute l'entreprise qui est emportée. Donc c'est un facteur aussi de protection des emplois de ses propres salariés. Donc le législateur a prévu une offre spécifique. Alors, le vocabulaire offre socle, c'est pour tout le monde, c'est la mutualisation. Une offre spécifique, ça s'adresse aux indépendants et aux employeurs non salariés. Potentiellement 1 800 000 indépendants, potentiellement plus de 700 000 employeurs non salariés adhérents des services internes. Ça fait déjà 2,5 millions en plus. Potentiellement. Nous ne croyons pas que demain matin, tous les indépendants vont dire « Ah, enfin, je peux avoir accès aux services de santé au travail, je vais payer, conventionner avec un service interne. » Mais il y en aura. Et les services n'ont pas attendu pour proposer des services aux employeurs non salariés. Ça se fait déjà dans de nombreux services, Montpellier, par exemple. Mais pas seulement. Je suis sûr qu'à 7, ça se fait très bien aussi. Je fais très attention. Vous avez l'offre, vous avez les bénéficiaires, vous allez commencer à pouvoir dessiner le service à rendre. Et le législateur a prévu une certification. Je vous le disais tout à l'heure, 5 volets à la certification d'un service. Ça n'existait pas. On reviendra sur l'agrément, il y avait un agrément administratif, mais on introduit une certification. Les services de prévention et de santé au travail étaient les dernières entités de la sphère sociale, médico-sociale du soin à ne pas faire l'objet d'une certification. Tous les établissements hospitaliers, médico-sociaux, EHPAD, tout ce font l'objet d'une certification. Nous avions un agrément administratif avec des politiques d'agrément variables, à géométrie variable. Voilà. Là, on parle d'un référentiel national avec un audit de tierce partie, donc pas médecin dépendant, médecin inspecteur dépendant, puisque c'était lui qui instruisait, et sur 5 volets. L'effectivité du service rendu. Vous vous êtes engagé, est-ce que vous avez donné le service à toutes les entreprises, à tous les salariés, sur une période à définir, à un rythme à définir, c'est ce qui va être le grand sujet des 3 prochains mois. L'organisation est maîtrisée, les systèmes d'information et l'usage de données certifiés, il y a tellement d'enjeux là-dessus. Parce que je peux vous dire, on exploite très mal dans les services la donnée. Mais l'exploiter très bien fait peur. Très mal aussi. Donc, il y a des enjeux, vous pouvez dire des horreurs d'ailleurs sur la santé en général au travail, si vous exploitez mal les données. Il y a des enjeux de la réparation aussi, qui sont considérables là derrière, de mieux connaître le lien entre je fume, je suis soudeur et j'habite à Paris, qui est solvable, qui est responsable, les cofacteurs. On rentre dans un univers mais vertigineux avec l'exploitation de ces données. Et en même temps, c'est tellement utile d'avoir cette connaissance-là pour mieux prévenir la santé des concitoyens. Donc là, on va rentrer avec les systèmes d'information et l'usage de la donnée, quand même déjà un contrôle. C'est quand même des données relatives au secret médical, des données de santé, ça se manipule avec grande précaution dans le pays de la liberté. C'est aussi les outils qui vont être certifiés, les outils mis à disposition des professionnels de santé, et la gestion financière. Alors, je n'irai pas très loin sur la gestion financière, mais on devrait être l'organisme le mieux contrôlé du public et du privé, tout confondu, puisque commissaire aux comptes, trésorier salarié et certification de la gestion financière. Avec ça, on devrait être rassuré sur la gestion financière des services de santé au travail, qui sont des associations loi 1901 à but non lucratif. 3 mois pour bâtir un cahier des charges, mais pas 3 mois pour bâtir le référentiel, puisque normalement c'est jusqu'à juin 2022, ce qui est une éternité. On a bâti dans la profession, là aussi certains le savent ici, un référentiel. On a mis plus de 2 ans à le bâtir, à expérimenter, à faire des tests dans des services pour savoir si c'était applicable, etc. Là, en 6 mois, d'avoir quelque chose d'aussi consistant, applicable et régulateur du système, c'est un challenge considérable pour les partenaires sociaux, l'État et tous ceux qui auront à se coller à ce sujet. Et la certification devrait, je résume, emporter pour grande partie l'agrément administratif qui est maintenu.
C'est-à-dire vous êtes certifié, on ne voit pas tellement pourquoi dans ces conditions de certification vous ne seriez pas agréé par l'administration. Simplement, l'État a été prudent. Il a dit tiendra le cas échéant compte de la certification. Alors, je ne suis pas inquiet sur le fait que si on est certifié, on est agréé. Mais l'État s'est réservé la possibilité de continuer à agréer même si on n'est pas certifié. Ce qui est une sage décision quand la majorité des services ont une compétence géographique exclusive et qu'il n'y a pas d'autres services de santé au travail dans le département. Et donc là, c'est une prudence de dire on va peut-être trouver des arrangements, des leviers. Cependant, l'agrément, on lui a reproché d'être non coercitif, c'est-à-dire que agrément pas agrément, le service continuait. On a prévu qu'en cas, alors là aussi je laisse le soin aux juristes de commenter un dysfonctionnement grave, c'est très concret, on peut imaginer désormais que l'État nomme un administrateur provisoire, c'est-à-dire qu'on débarque la gouvernance du service, son conseil d'administration, et un administrateur provisoire prend les mains du service. Je peux vous dire que ça a été débattu, même le ministre, le secrétaire d'État n'était pas très à l'aise dans une association loi 1901 de ce genre de nomination. Qui est responsable à ce moment-là? Où sont la responsabilité des employeurs à ce moment-là? Ça pose tout un tas de questions. Et les sénateurs ont répondu, oui, mais on n'a pas trouvé autre chose aujourd'hui qui fasse que le retrait d'agrément a des conséquences. Donc ce qu'a voulu le législateur, c'est que le retrait d'agrément ait enfin des conséquences sur la vie du service. Il y a toujours une équipe pluridisciplinaire pour exécuter tout ça. Alors là aussi, je le dis avec un petit sourire, mais on a vécu les phases législatives et puis on a vu arriver les ergothérapeutes, les masseurs kinésithérapeutes, et puis après on ajoutait je ne sais plus qui. On a eu même les préventeurs en plus. Il vous dit aussi qu'on se demande ce qu'étaient les autres. Mais on a eu les préventeurs, bon, c'est pas passé, puis au bout d'un moment, ils ont dit, bon, les auxiliaires médicaux. Bon, là, on sait plus que ce que c'est dans le code de santé publique, on a toute une liste, et on peut s'adjoindre d'autres compétences pour renforcer l'équipe pluridisciplinaire. Un changement pas anodin dans notre fonctionnement, c'est la fameuse anime et coordonne du médecin du travail. Dans une équipe pluridisciplinaire, c'est le médecin du travail qui anime et coordonne depuis 2011 l'équipe pluridisciplinaire, avec tout un tas de problématiques. Est-ce qu'ils ont le temps de le faire? Est-ce qu'ils ont la volonté de le faire? Est-ce qu'ils ont les compétences de le faire? Et au-delà, enfin, il y a même le temps, hein, c'est-à-dire est-ce que je peux déléguer une partie de cette animation et coordination? Le législateur a prévu assure ou délègue, a donné cette marge de manœuvre organisationnelle au service de santé au travail, mais sous la responsabilité du médecin du travail, qui est cette compétence clé, qui est la plus haute compétence pour faire le lien entre travail et santé. C'est très important et c'est pour ça que c'est maintenu. Ceci dit, je fais une remarque qui est parfois anodine, mais pour nous qui a de l'importance, c'est, vous voyez, le pluriel, là, on n'a pas dit le médecin du travail assure ou délègue, ce sont les médecins du travail qui assurent et délèguent. Je le renvoie à ce que n'a pas voulu faire, malgré nos demandes, le législateur dans le deuxième paragraphe, où le médecin peut aussi déléguer certaines tâches, et là c'est le singulier, mais on a réussi à faire écrire dans le projet de service. Pourquoi c'est important, le pluriel et le projet de service? Comment voulez-vous vous engager pour un service de santé au travail qui a la mission, la personne morale, qui va être certifié, qui va faire l'objet de la certification, que chaque cadre, bien intentionné, mais chaque cadre individuellement, décide de déléguer ou ne pas déléguer, de coordonner ou de ne pas coordonner? Dans quelle organisation, dans quelle entreprise on laisse chaque cadre décider du modèle organisationnel? Ce n'est pas possible. Ce qui nous a fait dire aux législateurs, si vous faites ça, ne certifiez pas le service, certifiez chaque équipe santé-travail, chaque médecin du travail. Et on l'a dit un peu plus fermement au moment du Covid, vous donnez la priorité au service de vacciner en priorité, et après, il faut qu'on demande aux professionnels de santé s'ils veulent vacciner. Ce n'est pas possible dans un modèle organisationnel, il faut qu'il y ait une cohérence. Si vous nous imposez des objectifs, et donc aux entreprises des objectifs, il faut que le service soit solidaire. Ce n'est pas remettre en cause l'indépendance, c'est renvoyer aux professionnels de santé, dans la commission médico-technique, le soin de réfléchir au modèle organisationnel. Je ne peux pas avoir un médecin qui dit « je veux travailler avec une infirmière ». C'est comme ça que j'entends fonctionner. Et puis le suivant dit « moi je ne vais pas déléguer ». Vous imaginez dans des secteurs éloignés, etc. Ce n'est pas possible. Donc, ce que nous avons préconisé, c'est qu'on renvoie à une concertation du service, des professionnels entre eux, d'abord, au sein de la CMT, en disant qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'une manière cohérente dans notre service, dans le cadre du projet de service, comme organisation,
qui va nous permettre de couvrir au mieux les missions, d'atteindre au mieux les objectifs, les compétences. Donc voilà, j'insiste simplement sur cette dimension managériale aussi qui a souvent posé difficulté. Voilà, nous, on ne confond pas indépendance et autonomie, hein, parce que l'autonomie vis-à-vis d'une organisation qui est personne morale et qui a des objectifs et des certifications, ce n'est pas cohérent. J'ai presque fini de décrire un peu les points de la loi. On a un sujet qui va déchaîner sans doute des passions, qui en déchaîne en ce moment à d'autres niveaux, c'est la recomposition de nos conseils d'administration. Il y a quelque chose d'assez radical pour le coup qui est arrivé, c'est que le législateur a dit que le 31 mars, tous les administrateurs, vous savez que nos conseils d'administration sont composés à parité d'employeurs et de salariés issus des entreprises locales, et que le président est un employeur. Mais tous ces administrateurs, qu'ils soient employeurs ou salariés, perdent leur mandat le 31 mars. Tous. Donc ça n'empêche pas qu'ils reviennent. Mais ça impose, et avec une innovation, c'est que jusqu'à présent, le collège employeur n'était pas désigné par le MEDEF, l'UDP ou la CPME, les organisations patronales. On demandait avis, mais c'était l'Assemblée générale qui décidait de l'élection du collège employeur. Dans une association de loi 1901, c'est assez cohérent. Les membres élisent leurs représentants. La loi avait déjà tordu la loi 1901 en permettant d'avoir un collège salarié, donc des non-adhérents qui administrent une association de loi 1901, et ce sont bien les 5 organisations syndicales qui désignent les membres. Mais tout cela, ça tombe le 31 mars, avec désormais les OP, les organisations patronales, qui vont désigner les administrateurs du collège employeur. Je le dis parce que politiquement c'est très fort, et ça correspond à la force de l'ANI. Les partenaires sociaux ont repris la main. Les partenaires sociaux ont repris la main sur la gouvernance du système. Et jusqu'au niveau local, où les employeurs ont obtenu, les organisations patronales, de désigner les administrateurs. Ça peut aider à que tout le monde se sente concerné. Ça m'avait fait dire, en toute amitié avec mes interlocuteurs, parfois les organisations patronales étaient représentants de clients mécontents. Maintenant, vous êtes les représentants des fournisseurs. Clients, fournisseurs, ce n'est pas tout à fait le même rôle. Vous allez être responsable du service qui va être délivré à ceux que vous représentez. Donc ça peut avoir des vertus. Maintenant, pour recomposer le CA, là aussi, 3 mois ouvrés. Hein, je fais descendre un petit peu sur les fêtes. Pour recomposer un CA, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut changer le statut, puisque désormais ici l'introduction d'un vice-président salarié, que nous avons de sources sûres aussi que nos commissions de contrôle, je le dis pour nos amis, vont tomber aussi, donc réglementairement il va falloir renouveler tout cela. Donc vous avez à changer vos statuts, donc convoquer un CA, une assemblée générale extraordinaire, sans doute il n'y a pas le quorum, une deuxième assemblée générale, ça fait des délais incompressibles. Ça suppose qu'avant, toutes les organisations syndicales, patronales, de salariés se sont réunies, travaillé la commission des mandats pour désigner tout le monde. Sinon, le 1er avril, pas de CA, pas de président, problème de signature, continuité de fonctionnement de l'association, etc. Alors là, je peux vous dire, ça remue de tous les côtés. Un secrétariat d'État, ça, c'est pas un très bon signe si on est dans la panique au 1er avril. Du côté des partenaires sociaux, on a voulu le pouvoir, on l'a. Si on n'arrive pas à sortir ça, le crédit est pour les services de santé au travail, on n'est pas pressé d'être en vacances de gouvernance. Voilà, donc ça c'est un bon sujet qui mobilise bien les troupes. Et avec, je dis le risque, c'est pas comme ça qu'on l'exprime, mais il y aura un décret ou pas pour nous dire en plus comment ça marche. Comment on élit le président, comment on désigne, etc. On est sur 2 départements français, hein, il y a des services qui sont sur des départements, c'est le MEDEF de quel département qui désigne, comment on arbitre. Enfin, voilà. Donc là aussi, le pouvoir réglementaire peut nous imaginer des choses. On n'est vraiment pas pressé de l'avoir au 15 février, parce que nos AG seront déjà enclenchés, tout le processus sera déjà établi. Donc nous, on a demandé si vous réglementez sur ce sujet-là, ou si vous ne réglementez pas, dans les 2 cas, vous nous le dites, pour qu'on sache qu'il n'y aura rien. Et à ce moment-là, on peut dérouler. En résumé, je reviens aux fondamentaux. Ce qui est sain dans cette réforme, c'est qu'on va repartir du besoin. Notre démarche de progrès, santé-travail, certains ont fait plusieurs démarches qualité en même temps, c'était de partir du besoin des bénéficiaires. De quoi a besoin en termes d'accompagnement l'entreprise de salariés?
Dans un service de santé au travail, on bâtit un projet de service. Au sein d'une commission médico-technique, on va retrouver les professionnels, l'équipe pluridisciplinaire. Ça va être approuvé par un conseil d'administration à parité d'employeurs et de salariés issus des entreprises adhérentes bénéficiaires. Ça, c'est le processus actuel qu'on retrouve dans les textes. Nous allons être certifiés puis agréés sur la base de ce projet de service et la réalisation de ce projet de service. Mais dans le même temps, il se passe une autre vie qui est celle de la politique de l'État. Avec un plan santé-travail, avec un plan régional santé-travail, on va retrouver du dialogue social, avec des nouveaux objectifs, ou les mêmes, on va espérer, avec l'assurance maladie qui est impliquée dans ces sujets. Et bien ça, c'est l'objet du CEPOM. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, imaginé par le législateur. Alors vous voyez ce schéma qui est déjà pas très simple. Je vais vous en présenter un autre pour, même s'il est tard, j'ai un peu honte. Ça suscite l'admiration de tous nos interlocuteurs étrangers. On dit la France, là, est un grand pays, tout de suite, quand on commence à voir le dispositif, pour la simplicité du dispositif. Mais voyez là l'équilibre des responsabilités. Vous avez d'une part des entreprises individuellement responsables, chaque employeur individuellement, pénalement responsable de la santé et sécurité de ses salariés, qui, trop petit pour avoir des moyens en propre, un service autonome, a un service interentreprise, et à qui on veut surtout laisser la responsabilité. Mais dans le même temps, l'État sait très bien que la santé au travail est partie de santé publique, et que sur l'amiante, il a été condamné pour ne pas avoir assez légiféré, pas suffisamment agi. Donc vous avez l'intention politique de l'État avec ça. Et donc, pour laisser tout le monde dans sa responsabilité, l'outil, c'est la convention, le contrat. Et donc, on amène un service avec un président employeur. Pour la 3e fois en 10 ans, ça a été confirmé. Qu'on soit de droite, de gauche, au centre, c'est comme vous voulez. Vous mettez Macron où vous voulez, mais dans les 3 couleurs politiques, 3 fois cette question a été posée sur la présidence d'un service de santé au travail. 3 fois, on a dit que le président devait être un employeur, parce qu'il porte le mandat de tous ces employeurs responsables. Donc cette responsabilité d'un côté, celle de l'État de l'autre, avec l'assurance maladie qui a ses objectifs, eh bien pour mettre tout le monde en synergie, c'est le CEPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Sachant que d'objectifs on en a, des moyens, ce sont les nôtres. Voilà, il n'y a pas de moyens en fait, qui sont donnés aux services de santé au travail qui signent des contrats d'objectifs et de moyens. Ceci dit, vous voyez que les outils de régulation, on n'en a enlevé aucun. On a rajouté la certification au milieu de tout ça, et donc la simplification, on ne la voit pas tout à fait. Est-ce que j'ai beaucoup débordé? Alors, avec mes excuses préalables, mais ça vous donne là aussi la dimension de ce que c'est la santé au travail aujourd'hui, dans quel environnement les services de santé au travail doivent évoluer. Vous avez en bas, je ne sais pas si c'est très lisible, les services de santé au travail qui sont en lien avec leurs adhérents, les entreprises locales, des TPE et PME. Ils doivent bâtir un projet de service, vous l'avez vu, et puis ça pourrait suffire. Mais non. Il y a un niveau national, avec le ministère du Travail, qui va... Alors il y a que des acronymes, mais je le fais exprès, c'est pour vous dire un petit peu l'environnement. Et puis ça ne tenait pas autrement dans le schéma. Le COCT, Conseil d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre du Travail, les partenaires sociaux, l'assurance maladie et les acteurs de la prévention, sauf les services de santé au travail. Le Conseil demain, le Comité national de prévention et de santé au travail, l'antichambre de tous les textes qui vont nous régir. Cette instance a une autre fonction aussi très importante, avec des commissions spécialisées, c'est la création du plan santé-travail. Le 4 va sortir à cette fin d'année, c'est la politique de l'État, concertée avec les partenaires sociaux, quels sont les grands objectifs en santé au travail. Ensuite, c'est renvoyé à la région. Institutionnellement, c'est le préfet de région qui en a la responsabilité, qui le délègue au DRETS, Direction du Travail, Direction régionale du travail, au sein d'un CROCT, Comité régional d'organisation des conditions de travail, qui va avoir son propre comité régional de prévention et de santé au travail, qui va bâtir lui-même un plan régional de santé au travail pour s'adapter aux réalités locales. Sur la base de quel diagnostic, avec quelle association des services de santé au travail, des questions sont posées. Dans le même temps, vous avez un autre tuyau d'orgue, qui est l'État et l'assurance maladie, qui a des objectifs de réparation, de contrôle de la dette sociale, avec, dans le cas spécifique du travail, une commission accident du travail et maladies professionnelles. Chaque fois qu'il y a du orange, jaune, c'est qu'il y a des partenaires sociaux qui sont consultés. On bâtit une COG, une convention d'objectifs et de moyens,
une convention d'objectifs et de gestion dans l'assurance maladie, déclinée en plan national d'action coordonnée, qui arrive au CARSAT, au régional, qui lui-même doit bâtir un plan d'action régional avec des contrats pluriannuels de gestion. Là, vous avez la fonction descendante. L'assurance maladie fixe ses objectifs, les CARSAT déclinent. C'est comme ça que nous, on voit arriver des CEPOM, des projets de CEPOM, pré-signés, et le service, on n'a pas beaucoup discuté, mais on est prêt à signer. On va espérer que la CARSAT a bien exprimé ses besoins dans le CROCT, donc le plan régional tient compte de ces objectifs-là. Et donc la réunion des deux, je le disais, c'est le contrat pluriannuel de gestion. Si c'était si simple. Entre-temps, on s'est fait par la même DREST certifié sur des objectifs définis par les partenaires sociaux pour l'effectivité du service rendu, et ce qui nous permet d'être agréés. Dans le même temps, vous avez le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement, qui vont aussi de leur plan. Plan santé public, plan santé environnementaux, plan cancer. Quand vous êtes sur le plan cancer, vous touchez le travail. Donc il faut de la concertation pour que ce soit coordonné. Les ARS prennent le relais. D'ailleurs, elles sont consultées au moment du plan régional santé-travail. Elles sont censées consulter, mais c'est prévu par les textes. Les services de santé au travail ont des sièges à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Et on bâtit le plan régional santé publique, le plan régional santé environnementale et le schéma régional de l'offre de soins. Là, vous impressionnez encore plus nos interlocuteurs étrangers. J'étais avec des amis marocains qui peinent à lancer le système de santé au travail. Ils se sont dit, voilà, là, on a créé l'Institut marocain de la santé au travail, on rassemble INRS, l'ANSES, ils ont intégré. Ce qui est plus perturbant pour l'entreprise, c'est que la CARSAT s'adresse directement aux entreprises. Comme le fait l'INRS parfois, comme le fait l'ANAC, l'agence nationale, enfin, ces agences régionales, hein, les ARACT, les agences régionales d'amélioration des conditions de travail, comme le fait l'OPBBTP avec ses agences régionales pour les entreprises du BTP, comme le font désormais les institutions de prévoyance, les Malakoff et autres. C'est pas facile pour l'entreprise de savoir ce que c'est que la prévention en santé au travail au milieu de ça. Voilà, donc je suis désolé de finir par cette complexité, mais j'y suis venu quand même progressivement dans l'articulation pour avoir quand même un mot positif sur cette loi et ces décrets qui s'appliquent. Jamais il y a eu cet effort. Alors déjà, ça n'a jamais été porté politiquement à ce niveau-là. C'est-à-dire que la santé au travail, la médecine du travail était devenue un sujet réglementaire, de conformité réglementaire. Est-ce que les visites sont faites? Les visites sont faites, tout va bien, mais ça a été détaché des enjeux de société. Maintenant, avec le vieillissement de la population active, les enjeux sur les retraites, les maladies chroniques, tous ces sujets-là renvoient à un moment donné vers la santé au travail, et ça a été naturellement beaucoup plus porté politiquement jusqu'à la création d'un secrétariat d'État à la santé au travail qui n'était jamais arrivé. Donc là, on est déjà, en termes de portage politique, les partenaires sociaux n'ont jamais fait cet effort-là d'aller au fond des choses. Qu'est-ce qu'on veut du système? Et je peux vous dire, ça aussi, c'est un facteur de réussite, parce qu'autrement, vous êtes dans la non-attente, ou la critique, mais fondée sur aucun référentiel. On n'a jamais eu de certification, et certains savent ici qu'on a plaidé pendant quelques années pour cette certification, qui nous donnait le moyen de rendre compte de notre activité, de pouvoir aussi nous améliorer, de rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Ce n'est pas d'arriver à 100% tout de suite, mais au moins d'avoir des outils qui nous permettent de voir nos progrès, de structurer nos progrès. Et ça, on l'a enfin. On l'aura enfin, 1er avril. Voilà, tout va bien se passer. Voilà. Donc, jamais les parties prenantes ont été autant associées. Je vous dis, je sors d'une conférence avec le ministre, le secrétaire d'État des services de santé au travail pour réfléchir au texte de la PDP, prévention de la désinsertion professionnelle. Ça n'était jamais arrivé. Donc on bâtit des textes avec des retours terrain, ça n'était jamais arrivé. Voilà. La dynamique est positive, le délai est intenable, mais c'est forcément des progrès qui attendent le système. Je vous remercie de votre attention.